Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Mademoiselle de Maupin. Par Théophile Gautier. Préface. Une des choses les plus burlesques. Une des choses les plus burlesques de la glorieuse époque où nous avons le bonheur de vivre, est incontestablement la réhabilitation de la vertu entreprise par tous les journaux, de quelque couleur qu'ils soient, rouge, vert ou tricolore. La vertu est assurément quelque chose de fort respectable, et nous n'avons pas envie de lui manquer, Dieu nous en préserve. La bonne et digne femme. Nous trouvons que ses yeux ont assez de brillant à travers leur bésicle, que son bas n'est pas trop mal tiré, qu'elle prend son tabac dans sa boîte d'or avec toute la grâce imaginable, que son petit chien fait la révérence comme un maître à danser. Nous trouvons tout cela. Nous conviendrons même que pour son âge elle n'est pas trop mal en point, et qu'elle porte ses années on ne peut mieux. C'est une grand-mère très agréable, mais c'est une grand-mère. Il me semble naturel de lui préférer, surtout quand on a 20 ans, quelques petites immoralités bien pimpantes, bien coquettes, bien bonne fille, les cheveux un peu défrisés, la jupe plutôt courte que longue, le pied et l'œil agaçant, la joue légèrement allumée, le rire à la bouche et le cœur sur la main. Les journalistes les plus monstrueusement vertueux ne sauraient être d'un avis différent, et s'ils disent le contraire, il est très probable qu'ils ne le pensent pas. Penser une chose, en écrire une autre, cela arrive tous les jours, surtout aux gens vertueux. Je me souviens des quolibets lancés avant la Révolution, c'est de celle de juillet que je parle, contre ce malheureux et virginal vicomte Sostène de la Rochefoucauld, qui allongea les robes des danseuses de l'opéra, et appliqua de ses mains patriciennes un pudique emplâtre sur le milieu de toutes les statues. Monsieur le vicomte Sostène de la Rochefoucauld est dépassé de bien loin. La pudeur a été très perfectionnée depuis ce temps, et l'on entre en des raffinements qu'il n'aurait pas imaginés. Moi qui n'ai pas l'habitude de regarder les statues à de certains endroits, je trouvais comme les autres, la feuille de vigne, découpée par les ciseaux de monsieur le chargé des beaux-arts, la chose la plus ridicule du monde. Il paraît que j'avais tort, et que la feuille de vigne est une institution des plus méritoires. On m'a dit, j'ai refusé d'y ajouter foi, tant cela me semblait singulier, qu'il existait des gens qui, devant la fresque du jugement dernier de Michel-Ange, n'y avaient rien vu autre chose que l'épisode des prélats libertins, et s'étaient voilé la face en criant à l'abomination de la désolation. Ces gens-là ne savent aussi de la romance de Rodrigue que le couplet de la couleuvre. S'il y a quelque nudité dans un tableau ou dans un livre, ils y vont droit comme le porc à la fange, et ne s'inquiètent pas des fleurs épanouies, ni des beaux fruits dorés qui pendent de toutes parts. J'avoue que je ne suis pas assez vertueux pour cela. Dorine, la soubrette effrontée, peut très bien étaler devant moi sa gorge rebondie. Certainement je ne tirerai pas mon mouchoir de ma poche pour couvrir ce sein que l'on ne saurait voir. Je regarderai sa gorge comme sa figure, et si elle la blanche et bien formée, j'y prendrai plaisir. Mais je ne tâterai pas si la robe d'Elmire est moelleuse, et je ne la pousserai pas saintement sur le bord de la table, comme faisait ce pauvre homme de Tartuffe. Cette grande affectation de morale qui règne maintenant serait fort risible, si elle n'était fort ennuyeuse. Chaque feuilleton devient une chaire, chaque journaliste un prédicateur, il n'y manque que la tonsure et le petit collet. Le temps est à la pluie et à l'homélie, on se défend de l'une et de l'autre en ne sortant qu'en voiture, et en relisant Pantagruel entre sa bouteille et sa pipe. Mon doux Jésus, quel déchaînement, quelle furie! Qui vous a mordu? Qui vous a piqué? Que diable avez-vous donc pour crier si haut, et que vous a fait ce pauvre vice pour lui en tant vouloir? Lui qui est si bon homme, si facile à vivre, et qui ne demande qu'à s'amuser lui-même, et à ne pas ennuyer les autres, si faire se peut. Agissez avec le vice comme serre avec le gendarme, embrassez-vous, et que tout cela finisse. Croyez-moi, vous vous en trouverez bien. Et mon Dieu, messieurs les prédicateurs, que feriez-vous donc sans le vice? Vous seriez réduits dès demain, à la mendicité, si l'on devenait vertueux aujourd'hui. Les théâtres seraient fermés ce soir. Sur quoi feriez-vous votre feuilleton? Plus de balles de l'opéra pour remplir vos colonnes, plus de romans à disséquer, car bals, romans, comédies sont les vraies pompes de Satan si l'on en croit notre Sainte Mère l'Église. L'actrice renverrait son entreteneur, et ne pourrait plus vous payer son éloge. On ne s'abonnerait plus à vos journaux, on lirait Saint-Augustin, on irait à l'église, on dirait son rosaire.
Cela serait peut-être très bien, mais à coup sûr, vous n'y gagneriez pas. Si l'on était vertueux, où placeriez-vous vos articles sur l'immoralité du siècle? Vous voyez bien que le vice est bon à quelque chose. Mais c'est la mode maintenant d'être vertueux et chrétien, c'est une tournure qu'on se donne. On se pose en Saint Jérôme, comme autrefois en Don Juan. L'on n'est pas les macérés, l'on porte les cheveux à l'apôtre, l'on marche les mains jointes et les yeux fichés en terre, on prend un petit air confit en perfection, on a une Bible ouverte sur sa cheminée, un crucifix et du buis béni à son lit. L'on ne jure plus, l'on fume peu, et l'on chique à peine. Alors on est chrétien. L'on parle de la sainteté de l'art, de la haute mission de l'artiste, de la poésie du catholicisme, de Monsieur de Lamennais, des peintres de l'école angélique, du Concile de Trente, de l'humanité progressive et de 1000 autres belles choses. Quelques-uns font infuser dans leur religion un peu de républicanisme, ce ne sont pas les moins curieux. Ils accouplent Robespierre et Jésus-Christ de la façon la plus joviale, et amalgament avec un sérieux digne d'éloge les actes des apôtres et les décrets de la Sainte Convention, c'est l'épithète sacramentelle. D'autres y ajoutent pour dernier ingrédient, quelques idées saint-simoniennes. Ceux-là sont complets et carrés par la base, après eux il faut tirer l'échelle. Il n'est pas donné au ridicule humain d'aller plus loin, HAS ultra méta, etc. Ce sont les colonnes d'Hercule du burlesque. Le christianisme est tellement en vogue par la tartufferie qui court, que le néo-christianisme lui-même jouit d'une certaine faveur. On dit qu'il compte jusqu'à un adepte, y compris M. Drouineau. Une variété extrêmement curieuse du journaliste proprement dit moral, c'est le journaliste à famille féminine. Celui-là pousse la susceptibilité pudique jusqu'à l'anthropophagie, ou peu s'en faut. Sa manière de procéder, pour être simple et facile au premier coup d'œil, n'en est pas moins bouffonne et superlativement récréative, et je crois qu'elle vaut qu'on la conserve à la postérité, à nos derniers neveux, comme disaient les perruques du prétendu grand siècle. D'abord, pour se poser en journaliste de cette espèce, il faut quelques petits ustensiles préparatoires, tels que 2 ou 3 femmes légitimes, quelques mères, le plus de sœurs possible, un assortiment de filles complet et des cousines innombrablement. Ensuite, il faut une pièce de théâtre ou un roman quelconque, une plume, de l'encre, du papier et un imprimeur. Il faudrait peut-être bien une idée et plusieurs abonnés, mais on s'en passe avec beaucoup de philosophie et l'argent des actionnaires. Quand on a tout cela, l'on peut s'établir journaliste moral. Les 2 recettes suivantes, convenablement variées, suffisent à la rédaction. Modèle d'article vertueux sur une première représentation. Après la littérature de sang, la littérature de fange, après la morgue et le bagne, l'alcôve et le lupanar, après les guenilles tachées par le meurtre, les guenilles tachées par la débauche, après, etc. Selon le besoin et l'espace, on peut continuer sur ce ton depuis 6 lignes jusqu'à 50 et au-delà, c'est justice. Voilà où mène l'oubli des saines doctrines et le dévergondage romantique. Le théâtre est devenu une école de prostitution, où l'on n'ose se hasarder qu'en tremblant avec une femme qu'on respecte. Vous venez sur la foi d'un nom illustre, et vous êtes obligé de vous retirer au 3e acte avec votre jeune fille toute troublée et toute décontenancée. Votre femme cache sa rougeur derrière son éventail, votre sœur, votre cousine, etc. On peut diversifier les titres de parenté, il suffit que ce soit des femelles. Nota. Il y en a un qui a poussé la moralité jusqu'à dire « Je n'irai pas voir ce drame avec ma maîtresse ». Celui-là, je l'admire et je l'aime. Je le porte dans mon cœur, comme Louis XVIII portait toute la France dans le sien, car il a eu l'idée la plus triomphante, la plus pyramidale, la plus ébouriffée, la plus luxorienne qui soit tombée dans une cervelle d'homme. En ce Benoît XIXe siècle où il en est tombé tant et de si drôles. La méthode pour rendre compte d'un livre est très expéditive, et à la portée de toutes les intelligences. Si vous voulez lire ce livre, enfermez-vous soigneusement chez vous, ne le laissez pas traîner sur la table. Si votre femme et votre fille venaient à l'ouvrir, elles seraient perdues. Ce livre est dangereux, ce livre conseille le vice. Il aurait peut-être eu un grand succès au temps de Crébillon, dans les petites maisons, au souper fin des duchesses, mais maintenant que les mœurs se sont épurées, maintenant que la main du peuple a fait crouler l'édifice vermoulu de l'aristocratie, etc., il faut dans toute œuvre, une idée, là,
Une idée morale et religieuse qui une vue haute et profonde répondant aux besoins de l'humanité. Car il est déplorable que de jeunes écrivains sacrifient au succès les choses les plus saintes, et usent un talent estimable d'ailleurs, à des peintures lubriques qui feraient rougir des capitaines de dragons. La virginité du capitaine de dragon est, après la découverte de l'Amérique, la plus belle découverte que l'on ait faite depuis longtemps. Le roman dont nous faisons la critique rappelle Thérèse philosophe, Félicia, le compère Mathieu, les contes de Grécourt. Le journaliste vertueux est d'une érudition immense en fait de romans orduriers, je serais curieux de savoir pourquoi. Il est effrayant de songer qu'il y a de par les journaux, beaucoup d'honnêtes industriels qui n'ont que ces deux recettes pour subsister, eux, et la nombreuse famille qu'ils emploient. Apparemment que je suis le personnage le plus énormément immoral qu'il se puisse trouver en Europe et ailleurs, car je ne vois rien de plus licencieux dans les romans et les comédies de maintenant, que dans les romans et les comédies d'autrefois, et je ne comprends guère pourquoi les oreilles de messieurs des journaux sont devenues tout à coup si janséniquement chatouilleuses. Je ne pense pas que le journaliste le plus innocent ose dire que Pigault-Lebrun, Crébillon fils, Louvet, Voissenon, Marmontel et tous autres faiseurs de romans et de nouvelles, ne dépassent en immoralité, puisqu'immoralité il y a, les productions les plus échevelées et les plus dévergondées de telle et telle que je ne nomme pas, par égard pour leur pudeur. Il faudrait la plus insigne mauvaise foi, pour n'en pas convenir. Qu'on ne m'objecte pas que j'ai allégué ici des noms, peu ou mal connus. Si je n'ai pas touché aux noms éclatants et monumentaux, ce n'est pas qu'ils ne puissent appuyer mon assertion de leur grande autorité. Les romans et les contes de Voltaire ne sont assurément pas, à la différence de mérite près, beaucoup plus susceptibles d'être donnés en prix aux petites tartines des pensionnats, que les contes immoraux de notre ami le lycanthrope, ou même que les contes moraux du doucereux Marmontel. Que voit-on dans les comédies du grand Molière ? La sainte institution du mariage, style de catéchisme et de journaliste, bafouée et tournée en ridicule à chaque scène. Le mari est vieux et laid et cacochime, il met sa perruque de travers, son habit n'est plus à la mode, il a une canne à bec de corbin, le nez barbouillé de tabac, les jambes courtes, l'abdomen gros comme un budget. Il bredouille et ne dit que des sottises, il en fait autant qu'il en dit, il ne voit rien, il n'entend rien, on embrasse sa femme à sa barbe, il ne sait pas de quoi il est question. Cela dure ainsi jusqu'à ce qu'il soit bien et dûment constaté qu'au à ses yeux, et aux yeux de toute la salle, on ne peut plus édifier, et qui applaudit à tout rompre. Ceux qui applaudissent le plus, sont ceux qui sont le plus mariés. Le mariage s'appelle, chez Molière, Georges Dandin ou Seganarelle. L'adultère, Démis ou Clitandre. Il n'y a pas de nom assez doucereux et charmant pour lui. L'adultère est toujours jeune, beau, bien fait et marquis pour le moins. Il entre en chantonnant à la cantonade la courante la plus nouvelle, il fait 1 ou 2 pas en scène de l'air le plus délibéré et le plus triomphant du monde, il se gratte l'oreille avec l'ongle rose de son petit doigt coquettement écarquillé, il peigne avec son peigne d'écaille sa belle chevelure blondine, et rajuste ses canons qui sont du grand volume. Son pourpoint et son autre chose disparaissent sous les aiguillettes et les nœuds de ruban, son rabat est de la bonne faiseuse, ses gants flairent mieux que Benjoin et Civette, ses plumes ont coûté 1 louis le brin. Comme son œil est en feu et sa joue en fleurs, que sa bouche est souriante, que ses dents sont blanches, comme sa main est douce et bien lavée. Il parle, ce ne sont que madrigaux, galanteries parfumées en beau style précieux et du meilleur air. Il a lu les romans et sait la poésie, il est vaillant et prompt à dégainer, il sème l'or à pleine main. Aussi Angélique, Agnès, Isabelle se peuvent à peine tenir de lui sauter au cou, si bien élevée et si grande dame qu'elle soit. Aussi le mari est-il régulièrement trompé au 5e acte, bien heureux quand ce n'est pas dès le premier. Voilà comme le mariage est traité par Molière, l'un des plus hauts et des plus graves génies qui jamais ait été. Croit-on qu'il y ait rien de plus fort dans les réquisitoires des Indiana et de Valentine ? La paternité est encore moins respectée, s'il est possible. Voyez Orgon, voyez Géronte, voyez-les tous. Comme ils sont volés par leurs fils, battus par leurs valets. Comme on met à nu, sans pitié pour leur âge, et leur avarice, et leur entêtement, et leur imbécilité. Quelle plaisanterie, quelle mystification. Comme on les pousse par les épaules hors de la vie. Ces pauvres vieux qui sont longs à mourir et qui ne veulent point donner leur argent. Comme on parle de l'éternité des parents. Quel plaidoyer contre l'hérédité.
et comme cela est plus convaincant que toutes les déclamations saint-simoniennes. Un père, c'est un ogre, c'est un argus, c'est un geôlier, un tyran, quelque chose qui n'est bon tout au plus qu'à retarder un mariage pendant 3 jusqu'à la reconnaissance finale. Un père est le mari ridicule, au grand complet. Jamais un fils n'est ridicule dans Molière, car Molière, comme tous les auteurs de tous les temps possibles, faisait sa cour à la jeune génération aux dépens de l'ancienne. Et les Scapins, avec leurs capes rayées à la napolitaine et leurs bonnets sur l'oreille, et leurs plumes balayant les bandes d'air, ne sont-ils pas des gens bien pieux, bien chastes et bien dignes d'être canonisés? Les bagnes sont pleins d'honnêtes gens, qui n'ont pas fait le quart de ce qu'ils font. Les roueries de Trialphe sont de pauvres roueries, en comparaison des leurs. Et les Lisette et les Martons, quelles gaillardes, Dieu! Les courtisanes des rues sont loin d'être aussi délurées, aussi promptes à la riposte grivoise. Comme elles s'entendent à remettre un billet, comme elles font bien la garde pendant les rendez-vous. Ce sont sur ma parole de précieuses filles, serviables et de bons conseils. C'est une charmante société qui s'agite et se promène, à travers ses comédies et ses imbroglios. Tuteur Dupé, Marie Cocu, suivante libertine, valet aigrefin, demoiselle folle d'amour, fils débauché, femme adultère, cela ne vaut-il pas bien les jeunes beaux mélancoliques et les pauvres faibles femmes opprimées et passionnées des drames et des romans de nos faiseurs en vogue? Et tout cela, moins le coup de dague final, moins la tasse de poison obligée. Les dénouements sont aussi heureux que les dénouements des contes de fées, et tout le monde, jusqu'au mari, est on ne peut plus satisfait. Dans Molière, la vertu est toujours honnie et rossée. C'est elle qui porte les cornes, et tend le dos à Mascarille, à peine si la moralité apparaît une fois à la fin de la pièce, sous la personnification un peu bourgeoise de l'exempt loyal. Tout ce que nous venons de dire ici n'est pas pour écorner le piédestal de Molière. Nous ne sommes pas assez fous pour aller secouer ce colosse de bronze avec nos petits bras. Nous voulions simplement démontrer aux pieux feuilletonistes qu'effarouchent les ouvrages nouveaux et romantiques, que les classiques anciens, dont ils recommandent chaque jour la lecture et l'imitation, les surpassent de beaucoup en gaillardise et en immoralité. À Molière nous pourrions aisément joindre et Marivaux et La Fontaine, ces deux expressions si opposées de l'esprit français, et Régnier et Rabelais et Marot, et bien d'autres. Mais notre intention n'est pas de faire ici, à propos de morale, un cours de littérature à l'usage des vierges du feuilleton. Il me semble que l'on ne devrait pas faire tant de tapage, à propos de si peu. Nous ne sommes heureusement plus au temps d'Ève la blonde, et nous ne pouvons en bonne conscience être aussi primitifs et aussi patriarcaux que l'on était dans l'Arche. Nous ne sommes pas des petites filles se préparant à leur première communion, et quand nous jouons au corbillon, nous ne répondons pas tarte à la crème. Notre naïveté est assez passablement savante, et il y a longtemps que notre virginité court la ville. Ce sont là de ces choses que l'on n'a pas 2 fois, et quoi que nous fassions, nous ne pouvons les rattraper, car il n'y a rien au monde qui court plus vite qu'une virginité qui s'en va, et qu'une illusion qui s'envole. Après tout, il n'y a peut-être pas grand mal, et la science de toute chose est-elle préférable à l'ignorance de toute chose? C'est une question que je laisse à débattre à de plus savants que moi. Toujours est-il que le monde a passé l'âge où l'on peut jouer la modestie et la pudeur, et je le crois trop vieux barbon pour faire l'enfantin et le virginal, sans se rendre ridicule. Depuis son hymen avec la civilisation, la société a perdu le droit d'être ingénue et pudibonde. Il est de certaines rougeurs qui sont encore de mise au coucher de la mariée, et qui ne peuvent plus servir le lendemain, car la jeune femme ne se souvient peut-être plus de la jeune fille, ou si elle s'en souvient, c'est une chose très indécente, et qui compromet gravement la réputation du mari. Quand je lis par hasard un de ces beaux sermons qui ont remplacé dans les feuilles publiques la critique littéraire, il me prend quelquefois de grands remords et de grande appréhension. À moi qui ai sur la conscience quelques menus gaudrioles un peu trop fortement épicés, comme un jeune homme qui a du feu et de l'entrain peut en avoir à se reprocher. À côté de ces bossuets du Café de Paris, de ces bourdalous du balcon de l'Opéra, de ces catons à tant la ligne qui gourmandent le siècle d'une si belle façon, je me trouve en effet le plus épouvantable scélérat qui ait jamais souillé la face de la terre. Et pourtant, Dieu le sait, la nomenclature de mes péchés, tant capitaux que véniels, avec les blancs et interlignes de rigueur, pourrait à peine, entre les mains du plus habile libraire, former 1 ou 2 volumes inuits par jour. Ce qui est peu de chose pour quelqu'un qui n'a pas la prétention d'aller en paradis dans l'autre monde,
et de gagner le prix Monthyon ou d'être rosière en celui-ci. Puis quand je pense que j'ai rencontré sous la table, et même ailleurs, un assez grand nombre de ces dragons de vertu, je reviens à une meilleure opinion de moi-même. Et j'estime qu'avec tous les défauts que je puisse avoir, ils en ont un autre qui est bien à mes yeux, le plus grand et le pire de tous. C'est l'hypocrisie que je veux dire. En cherchant bien, on trouverait peut-être un autre petit vice à ajouter, mais celui-ci est tellement hideux qu'en vérité je n'ose presque pas le nommer. Approchez-vous, et je m'en vais vous couler son nom dans l'oreille, c'est l'envie. L'envie, et pas autre chose. C'est elle qui s'en va rampant et serpentant à travers toutes ces paternes homélies. Quelque soin qu'elle prenne de se cacher, on voit briller de temps en temps, au-dessus des métaphores et des figures de rhétorique, sa petite tête plate de vipère. On la surprend à lécher de sa langue fourchue ses lèvres toutes bleues de venin, on l'entend siffloter tout doucettement à l'ombre d'une épithète insidieuse. Je sais bien que c'est une insupportable fatuité de prétendre qu'on vous envie, et que cela est presque aussi nauséabond qu'un merveilleux, qui se vante d'une bonne fortune. Je n'ai pas la forfanterie de me croire des ennemis et des envieux, c'est un bonheur qui n'est pas donné à tout le monde, et je ne l'aurai probablement pas de longtemps, aussi je parlerai librement et sans arrière-pensée, comme quelqu'un de très désintéressé dans cette question. Une chose certaine et facile à démontrer à ceux qui pourraient en douter, c'est l'antipathie naturelle du critique contre le poète, de celui qui ne fait rien contre celui qui fait, du frelon contre l'abeille, du cheval-hongre contre l'étalon. Vous ne vous faites critique, qu'après qu'il est bien constaté à vos propres yeux, que vous ne pouvez être poète. Avant de vous réduire au triste rôle de garder les manteaux et de noter les coups comme un garçon de billard ou un valet de jeu de paume, vous avez longtemps courtisé la muse, vous avez essayé de la dévirginer, mais vous n'avez pas assez de vigueur pour cela, l'haleine vous a manqué, et vous êtes retombé pâle et efflanqué au pied de la sainte montagne. Je conçois cette haine. Il est douloureux de voir un autre s'asseoir au banquet où l'on n'est pas invité, et coucher avec la femme qui n'a pas voulu de vous. Je plains de tout mon cœur le pauvre eunuque, obligé d'assister aux ébats du grand seigneur. Il est admis dans les profondeurs les plus secrètes de l'Oda, il mène les sultanes au bain, il voit luire sous l'eau d'argent des grands réservoirs, ses beaux corps tout ruisselants de perles et plus polis que des agates, les beautés les plus cachées lui apparaissent sans voile. On ne se gêne pas devant lui. C'est un eunuque. Le sultan caresse sa favorite en sa présence, et la baise sur sa bouche de grenade. En vérité, c'est une bien fausse situation que la sienne, et il doit être bien embarrassé de sa contenance. Il en est de même pour le critique, qui voit le poète se promener dans le jardin de poésie avec ses 9 belles odalisques, et s'ébattre paresseusement à l'ombre de grands lauriers verts. Il est bien difficile qu'il ne ramasse pas les pierres du grand chemin pour les lui jeter et le blesser derrière son mur, s'il est assez adroit pour cela. Le critique qui n'a rien produit est un lâche, c'est comme un abbé qui courtise la femme d'un laïc, celui-ci ne peut lui rendre la pareille ni se battre avec lui. Je crois que ce serait une histoire au moins aussi curieuse que celle de Téglas Phalasar, ou de Gémagogue qui inventa les souliers à poulaine, que l'histoire des différentes manières de déprécier un ouvrage quelconque, depuis un mois jusqu'à nos jours. Il y a assez de matière pour 15 ou 16 volumes in folio, mais nous aurons pitié du lecteur, et nous nous bornerons à quelques lignes, bienfait pour lequel nous demandons une reconnaissance plus qu'éternelle. À une époque très reculée, qui se perd dans la nuit des âges, il y a bien tantôt 3 semaines de cela, le roman Moyen-Âge florissait principalement à Paris et dans la banlieue. La cotte armoriée était en grand honneur, on ne méprisait pas les coiffures à la Hénin, on estimait fort le pantalon mi-parti, la dague était hors de prix, le soulier à poulaine était adoré comme un fétiche. Ce n'était qu'ogives, tourelles, colonnettes, verrières coloriées, cathédrales et châteaux forts, ce n'était que demoiselles et damoiseaux, pages et valets, truands et soudards, galants chevaliers et châtelains féroces, toutes choses certainement plus innocentes que les jeux innocents et qui ne faisaient de mal à personne. Le critique n'avait pas attendu au second roman pour commencer son œuvre de dépréciation. Dès le premier qui avait paru, il s'était enveloppé de son cilice de poils de chameau, et s'était répandu un boisseau de cendres sur la tête. Puis, prenant sa grande voix dolente, il s'était mis à crier. Encore du Moyen-Âge, toujours du Moyen-Âge. Qui me délivrera du Moyen-Âge, de ce Moyen-Âge qui n'est pas le Moyen-Âge? Moyen-Âge de carton et de terre cuite,
qui n'a du Moyen-Âge que le nom. Oh! Les barons de fer dans leur armure de fer, avec leur cœur de fer dans leur poitrine de fer. Oh! Les cathédrales avec leurs rosaces toujours épanouies et leurs verrières en fleurs, avec leurs dentelles de granit, avec leurs trèfles découpés à jour, leurs pignons tailladés en scie, avec leurs chasubles de pierre brodés comme un voile de mariée, avec leurs cierges, avec leurs chants, avec leurs prêtres étincelants, avec leur peuple à genoux, avec leurs orgues qui bourdonnent et leurs anges planant et battant de l'aile sous les voûtes, comme ils m'ont gâté mon Moyen-Âge si fin et si coloré, comme ils l'ont fait disparaître sous une couche de grossiers badigeons, quelles criardes enluminures. Ah, barbouilleurs ignorants, qui croyaient avoir fait de la couleur pour avoir plaqué rouge sur bleu, blanc sur noir et vert sur jaune, vous n'avez vu du Moyen-Âge que l'écorce, vous n'avez pas deviné l'âme du Moyen-Âge, le sang ne circule pas dans la peau dont vous revêtez vos fantômes, il n'y a pas de cœur dans vos corselets d'acier, il n'y a pas de jambes dans vos pantalons de tricot, pas de ventre ni de gorge derrière vos jupes armoriées, ce sont des habits qui ont la forme d'hommes, et voilà tout. Donc, à bas le Moyen-Âge tel que nous l'ont fait les faiseurs. Le grand mot est lâché, les faiseurs. Le Moyen-Âge ne répond à rien maintenant, nous voulons autre chose. Et le public, voyant que les feuilletonistes aboyaient au Moyen-Âge, se prit d'une belle passion pour ce pauvre Moyen-Âge, qu'il prétendait avoir tué du coup. Le Moyen-Âge envahit tout, aidé par l'empêchement des journaux, drames, mélodrames, romances, nouvelles, poésie, il y eut jusqu'à des vaudevilles Moyen-Âge, et Momus répéta des flonflons féodaux. À côté du roman Moyen-Âge verdissait le roman charogne, genre de roman très agréable, et dont les petites maîtresses nerveuses et les cuisinières blasées faisaient une très grande consommation. Les feuilletonistes sont bien vite arrivés à l'odeur comme des corbeaux à la curée, et ils ont dépecé du bec de leurs plumes, et méchamment mis à mort ce pauvre genre de roman qui ne demandait qu'à prospérer, et à se putréfier paisiblement sur les rayons graisseux des cabinets de lecture. Que n'ont-ils pas dit? Que n'ont-ils pas écrit? Littérature de morgue ou de bagne, cauchemar de bourreau, hallucination de boucher ivre et d'argousin qui a la fièvre chaude. Ils donnaient bénignement à entendre que les auteurs étaient des assassins et des vampires, qu'ils avaient contracté la vicieuse habitude de tuer leur père et leur mère, qu'ils buvaient du sang dans des crânes, qu'ils se servaient de tibias pour fourchette et coupaient leur pain avec une guillotine. Et pourtant ils savaient mieux que personne, pour avoir souvent déjeuné avec eux, que les auteurs de ces charmantes tueries étaient de braves fils de famille, très débonnaires et de bonne société, gantés de blanc, fashionablement myopes, se nourrissant plus volontiers de beefsteak que de côtelettes d'hommes, et buvant plus habituellement du vin de Bordeaux que du sang de jeunes filles ou d'enfants nouveau-nés. Pour avoir vu et touché leurs manuscrits, ils savaient parfaitement qu'ils étaient écrits avec de l'encre de la grande vertu, sur du papier anglais, et non avec sang de guillotine sur peau de chrétien écorché vif. Mais quoi qu'ils dissent ou qu'ils fissent, le siècle était à la charogne, et le charnier lui plaisait mieux que le boudoir. Le lecteur ne se prenait qu'à un hameçon amorcé d'un petit cadavre déjà bleuissant. Chose très concevable, mettez une rose au bout de votre ligne, les araignées auront le temps de faire leur toile dans le pli de votre coude. Vous ne prendrez pas le moindre petit fretin, accrochez-y un verre ou un morceau de 2 fromages, carpes, barbillons, perches, anguilles sauteront à 3 pieds hors de l'eau pour le happer. Les hommes ne sont pas aussi différents des poissons, qu'on a l'air de le croire généralement. On aurait dit que les journalistes étaient devenus quakers, brahmes, ou pythagoriciens, ou taureaux, tant ils leur avaient pris une subite horreur du rouge et du sang. Jamais on ne les avait vus si fondants, si émollients, c'était de la crème et du petit lait. Ils n'admettaient que 2 couleurs, le bleu de ciel ou le vert pomme. Le rose n'était que souffert, et si le public les eût laissés faire, ils l'eussent mené paître des épinards sur les rives du Lignon, côte à côte avec les moutons d'Amaryllis. Ils avaient changé leur frac noir contre la veste tourterelle de Céladon ou de Sylvandre, et entouré leurs plumes d'oie de roses pompons et de faveurs en manière de houlette pastorale. Ils laissaient flotter leurs cheveux à l'enfant, et s'étaient fait des virginités d'après la recette de Marion Delorme, à quoi ils avaient aussi bien réussi qu'elle. Ils appliquaient à la littérature l'article du décalogue. Homicide point ne sera. On ne pouvait plus se permettre le plus petit meurtre dramatique, et le 5e acte était devenu impossible. Ils trouvaient le poignard exorbitant, le poison monstrueux, la hache inqualifiable.
Ils auraient voulu que les héros dramatiques vécussent jusqu'à l'âge de Melchisédek. Et cependant il est reconnu, depuis un temps immémorial, que le but de toute tragédie est de faire assommer à la dernière scène un pauvre diable de grand homme qui n'en peut, mais, comme le but de toute comédie est de conjoindre matrimonialement deux imbéciles de jeunes premiers d'environ. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.